Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chères téléspectatrices et spécialement bonsoir à tous les candidats qui sont actuellement sous leur télé pour suivre l'émission École chez vous. Vous savez, le focus de l'émission École chez vous, c'est la révision. La révision sur les différentes matières que nous avons à faire face à l'examen. L'anglais vient de passer. Actuellement, vous êtes avec Monsieur Chamsi en français. Alors, sans plus tarder, je vais vous avertir, nous allons faire une révision succincte sur des points grammaticaux, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec Monsieur Wele en anglais. Nous allons prendre des points clés que nous allons essayer d'éplucher pour mieux comprendre. On est tous d'accord? Merci pour votre présence. Et si vous avez quelqu'un, un ami qui est en train de s'amuser ou bien qui perd du temps quelque part à côté et que vous pensez que l'émission lui sera véritablement profitable, essayez de l'appeler et de lui demander de s'asseoir pour suivre un tout petit peu. L'examen c'est dans une semaine. Et en avance, je vous dis bonne chance. Allez, on y va, c'est parti pour la révision. Nous allons aujourd'hui, je vais vous parler des différentes sections que nous avons au niveau du questionnaire qui accompagne la dictée. Nous avons deux épreuves en français. Nous avons l'épreuve d'expression écrite, c'est-à-dire la rédaction, et nous avons une épreuve de dictée-question. Au niveau de l'épreuve de dictée-question, nous avons un questionnaire qui suit. Je vais me pencher beaucoup sur cette affaire de dictée-question, et après, peut-être à la fin, je vais vous parler un tout petit peu, au prochain, un tout petit peu sur les mesures qu'il faut prendre en rédaction. Au niveau de la dictée-question, nous avons généralement deux parties. Nous avons une partie qui est consacrée à la compréhension du texte et une deuxième qui est dénommée connaissance et maniement de la langue. Ok. C'est quoi la partie compréhension du texte? Au niveau de la partie compréhension du texte, il est très important de pouvoir comprendre le texte pour pouvoir répondre à certaines questions de la partie compréhension du texte. Il est très important de lire le texte de la dictée et de le comprendre avant de l'entamer. Parce qu'il y a des questions qui vont directement sur le texte de la dictée, qui ont un rapport direct au texte de la dictée. Et là, quels sont les genres de questions qu'on pose en compréhension de texte? On peut vous demander de donner le synonyme d'un mot. On peut vous demander de donner l'antonyme d'un mot. On peut vous demander de donner la formation d'un mot. Vous voyez, on peut aussi vous demander, à savoir si le texte est un récit ou un discours. Si le texte est un récit ou un discours. Et là, si on vous demande si le texte est un récit ou un discours, vous savez les critères sur lesquels il faut se baser pour déclarer qu'un texte est un récit ou un discours, n'est-ce pas? Alors, je vais brosser ça vite. Quand on veut dire qu'un texte est un récit, il faut déterminer les éléments suivants. Au niveau du temps des verbes, il faut regarder les temps des verbes du texte en question. Donc, au niveau des temps du verbe, si vous remarquez le passé simple et l'imparfait qui sont utilisés outre mesure, ça veut dire que le texte est un récit. Vous voyez? Donc, l'imparfait, le passé simple sont employés fréquemment dans le texte. Ça veut dire que le texte est un récit. Et il faut encore, en addition, analyser les pronoms. Si les pronoms sont de la troisième personne, alors nous avons plus d'assurance que c'est un récit. Par contre, au niveau du discours, on a la première personne, au niveau des pronoms, et on a le passé, le futur, le passé composé, le présent. Vous voyez? Donc il y a une petite différence. Donc il faut relire le cours. Maintenant, au niveau de la deuxième partie, connaissance et maniement de la langue. Nous allons essayer de faire des exercices rapidement sur la connaissance et maniement de la langue pour renforcer nos capacités. Merci de me suivre. Je donne une phrase. On dit: les arbres périssent. Les arbres périssent parfois de mort violente.
périssent parfois de mort violente et accidentelle. Point. Mais il leur arrive de mourir assassinés. On vous donne une telle phrase. On dit: les arbres périssent parfois de mort violente et accidentelle, mais il leur arrive de mourir assassinés. L'instruction, c'est quoi? On dit: remplace les arbres par les plantes et réécris l'ensemble de l'énoncé. Remplace les arbres par les plantes et réécris l'ensemble de l'énoncé. C'est bon? Alors, lorsque nous avons une pareille phrase, nous avons une phrase dans laquelle on nous demande de remplacer les arbres ou de remplacer un mot par un autre mot, il faut faire attention. Parce que là, il y a une question d'accord. Il y a une question d'accord. Généralement, on ne demande pas de mettre un mot à la place d'un autre sans qu'il y ait quelque chose qui sera déclenché. Généralement, il y a une question d'accord. Alors, on va aller, on nous dit de remplacer les arbres dans cette phrase par les plantes. Alors, ça sera quoi? Alors, on dira, les plantes c'est toujours au pluriel. Les plantes c'est toujours au pluriel. Donc, périssent parfois de mort violente et accidentelle. Mais il leur arrive de mourir assassinés. Comment on va écrire assassiné à la fin? Assassiné, comment est-ce qu'on va l'écrire? Avec un E accent aigu, E mien, S. Vous voyez? Alors, pourquoi on va mettre E mien, S? Parce que assassiné va s'accorder avec les plantes. Assassiné va s'accorder avec les plantes. Alors, on nous dit B. En petit B, on dit remplace les arbres par l'arbre et réécrit l'ensemble de l'énoncé. Remplace, en petit B, on nous dit de remplacer les plantes par l'arbre. Ça veut dire cette fois-ci, nous allons avoir un nom qui est au masculin. Un nom qui est au masculin singulier. Au premier abord, nous avons un nom féminin pluriel. Et maintenant, on nous demande de remplacer ce nom féminin pluriel par un nom masculin singulier qui est l'arbre. Alors, si je fais ceci, donc remplaçons les plantes par un arbre, par l'arbre plutôt. On dit remplace les arbres par l'arbre. Donc l'arbre. L'arbre. Aha. Le sujet maintenant est au singulier. Alors, le verbe aussi va changer. Le verbe va changer. Donc, ce sera l'arbre. Comment? L'arbre périt. L'arbre périt parfois de mort violente. Est-ce qu'on va changer violente? Non, violente s'accorde avec mort. Alors, là, périt parfois de mort violente et accidentelle. Mais, l'heure, au niveau de l'heure, est-ce qu'on va changer l'heure? Oui. Il arrive à qui? À l'arbre. Donc, il lui
Donc il arrive à qui? À qui? À la question à qui, c'est un COI. Arriver à qui? Lui. Donc lui là, ça ne va pas être le. Ça doit être lui. Il lui arrive de mourir comment? Assassiné. Assassiné, comme nous avons un nom masculin singulier, assassiné ne va pas prendre S et ne va non plus prendre E. Voilà. Vous voyez les transformations qui sont opérées. Donc il est très important de pouvoir voir exactement quelles sont les transformations qui doivent s'opérer lorsque on me demande de changer un mot par un autre mot. Donc, le récapitulatif, lorsqu'on me demande de changer un mot par un autre mot, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des transformations, des accords qui vont se produire. Donc, il faut être prudent, éveillé. D'accord? Ok, merci. Alors, phase numéro 2. Phrase numéro 2. Numéro 2, on dit je me mets à la fenêtre. Je me mets à la fenêtre. Je me mets à la fenêtre. Et on dit réécris cette phrase en la commençant par c'est. On nous demande de réécrire cette phrase en la commençant par c'est. D'accord? Ok, on y va. Ça, c'est un petit A. Petit A. On dit de réécrire cette phrase. Je me mets à la fenêtre. Excusez-moi, je me mets à la fenêtre. Je vais la terminer. Elle n'est pas finie. Je me mets à la fenêtre pour surveiller nos arbres. Pour surveiller nos arbres. Voilà. Je me mets à la fenêtre pour surveiller nos arbres. On nous demande de réécrire cette phrase en la commençant par c'est. On fait ça. On me dit de reprendre cette phrase en commençant par c'est, comme vous le voyez au tableau. Alors, ça vous amène à quoi? À quoi allez-vous penser directement? Vous allez penser à quoi? À la voix, à la forme emphatique. La forme emphatique. C'est quoi la forme emphatique? La forme emphatique, c'est ce procédé grammatical qui permet d'insister sur un élément d'une phrase. La forme emphatique, c'est ce procédé grammatical qui permet d'insister sur un élément d'une phrase. Alors, j'espère que vous l'avez fait à l'école avec vos enseignants. Ok. Alors, ici, on peut mettre en emphase quoi? Si nous commençons par c'est, on peut mettre en emphase le sujet. On peut mettre aussi en emphase un complément. On est d'accord? Ok. Donc, si je commence ma phrase par c'est, je vais mettre en emphase le sujet. Je vais insister sur le sujet. Que dois-je faire? Ce deviendra quoi? Le sujet, c'est quoi dans la phrase? Le sujet, c'est je. Alors, je vais mettre en emphase je. Que vais-je dire? C'est je. Ou bien comment? C'est, on dira c'est moi. C'est moi. Maintenant, qui? Vous voyez? C'est ça, c'est et qui. Donc ça dit que si c'est le sujet que je vais mettre en emphase, après avoir mis le sujet, après c'est, je mets qui. Vous voyez, c'est une tournure présentative. C'est une tournure présentative. Alors c'est moi qui me met à la fenêtre, etc. On termine la phrase. Vous voyez, c'est moi, l'essentiel de la transformation ici, c'est ici. C'est à ce niveau. C'est moi qui. Alors, nous avons ici mis en emphase le sujet. On est d'accord? Nous avons mis en emphase le sujet. Maintenant, on peut aussi mettre en emphase un autre élément de la phrase. On dit, je me mets à la fenêtre pour surveiller nos arbres. Ici, c'est le sujet. Ou bien, c'est le sujet. On peut mettre en emphase quoi? À la fenêtre. Qui est quoi? À la fenêtre, qui est quoi? Qui est un complément circonstanciel de lieu. Je me mets
On pose la question, à quelle question on trouve un complément de lieu dans une phrase? On pose la question où après le verbe. Je me mets où? Je me mets où pour surveiller nos arbres? Et on va répondre à la fenêtre. Un lieu, on indiquera un lieu. Alors c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc quand je veux mettre en emphase un complément circonstanciel, on peut mettre en emphase un complément circonstanciel comme un complément d'objet. Alors ici c'est un complément circonstanciel. Alors je vais employer quoi? Je vais employer la tournure présentative. C'est ... que. C'est ... que. Alors essayons de mettre en emphase ce complément circonstanciel de lieu. Ça va donner quoi? Je peux dire, bon, je mets ici où. C'est à la fenêtre. C'est à la fenêtre. Maintenant, que, on ne va pas dire qui. C'est à la fenêtre que je me mets. Que je me mets. C'est à la fenêtre que je me mets pour surveiller. Pour surveiller. Etc. On termine le reste. Pour surveiller nos arbres. Vous voyez, nous avons mis ici en emphase le CCL. Donc, pour mettre en emphase les compléments, on emploie la tournure présentative, c'est ... que. Donc, le ... là, c'est la place de quoi? C'est la place du complément. Et après, on termine que. Mais pour mettre en emphase un sujet, c'est ... qui. La partie ... là sera remplie par le sujet indiqué à mettre en emphase. C'est compris? Ok. Alors, ici, c'est à la fenêtre, donc, c'est à la fenêtre que vous remarquez, c'est ... que. Donc, c'est à la fenêtre que le complément circonstanciel a remplacé la partie ... Donc, c'est à la fenêtre que je me mets pour surveiller. Vous voyez? Alors, ça peut aussi être quoi? On peut mettre en emphase ceci. C'est un complément circonstanciel de but. Complément circonstanciel de but. CCB. Complément circonstanciel de but. Alors, ce sera, c'est pour surveiller nos arbres. On dira alors, ou bien, je mets encore où ici, c'est pour surveiller nos arbres que je me mets à la fenêtre. Et si j'ai mis en emphase quoi? J'ai mis en emphase le complément circonstanciel de but. Et si j'ai mis en emphase le complément circonstanciel, j'ai mis en emphase le sujet, je qui devient moi, j'ai mis en emphase le sujet ici. En bas, au deuxième niveau, j'ai mis en emphase le complément circonstanciel de lieu. Et en dernière position, j'ai mis en emphase le complément circonstanciel de but. Est-ce que vous me suivez? Alors, donc, si on me donne une phrase comme ça, on dit de commencer la phrase par c'est. Je regarde dans la phrase, s'il y a un sujet, je peux le mettre en emphase. S'il y a un complément, je peux le mettre en emphase. Mais il y a des questions où on dit, on précise, met en emphase le sujet. On ne va plus alors commencer par c'est. On peut aussi commencer par c'est, il n'y a pas de problème. On peut commencer par c'est, mais en vous indiquant qu'on veut que la phrase soit mise sur le sujet. Alors là-bas, vous n'avez pas la liberté de choisir ce que vous voulez dans la phrase. Vous allez tout faire pour déterminer le sujet et vous le mettez dans la tournure présentative. Vous voyez? Ok. Il y a d'autres procédés de mise en emphase que vous devez réviser dans vos cahiers. Et j'espère que vous les connaissez, que vous les avez lus et que vous avez révisé ensemble avec vos professeurs là-dessus. Révisez-les encore avant le jour de l'examen. Ça revient fréquemment. Alors, nous allons prendre une autre question. Nous allons prendre une autre question. On nous dit
Le grand sapin, le grand sapin qui croît derrière notre maison, qui croît derrière notre maison. 3 points d'expansion, on ferme. On n'a pas terminé la phrase. La phrase n'est pas terminée. On dit le grand sapin qui croît derrière notre maison. On nous dit, petit a, indique l'infinitif du verbe croît. C'est ça le verbe. On dit d'indiquer son infinitif. On dit indique l'infinitif du verbe croît. Alors, qui peut me donner son infinitif? Vous allez essayer. Son infinitif c'est quoi? Son infinitif c'est croître. L'infinitif du verbe croît, en petit a, l'infinitif de croître est, l'infinitif de croît plutôt, de croît est croître. Croître. L'infinitif de croît, c'est croître. On est d'accord? Il est de quel groupe? Il est du 3e groupe. Ok, on nous dit réécris la phrase en remplaçant le grand sapin par les grands sapins. On dit réécris la phrase en remplaçant le grand sapin par les grands sapins. Je viens de vous le dire. Lorsqu'on demande de remplacer un mot ou un groupe de mots par un autre mot ou un autre groupe de mots, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question d'accord. N'oubliez surtout pas cela. Alors, on nous dit de remplacer le grand sapin par les grands sapins. Allons-y. Alors, on dira alors quoi? On dit le grand sapin qui croît derrière notre maison. On dit de remplacer sapin, le grand sapin par les grands sapins. On dira alors quoi? Les grands sapins qui les grands sapins qui, qu'est-ce qu'on va dire? Les grands sapins qui croissent les grands sapins qui croissent derrière notre maison. Trois points d'exclamation, etc. Vous voyez, les grands sapins qui croissent derrière notre maison. Vous voyez? Ok, donc, vous voyez, c'est devenu, au lieu de croître, c'est devenu croissent. Les grands sapins qui croissent. Je viens de le dire. Parce qu'on a remplacé un sujet qui est au masculin singulier. Un sujet qui est au masculin singulier par un sujet pluriel. Masculin pluriel. Donc on a mis le sujet au pluriel. Et donc ça devait entraîner le changement du verbe. Vous comprenez, vous voyez? C'est très important. Lorsqu'on demande de changer un mot par un autre mot, c'est qu'il y aura un déclenchement d'accord. Il y aura un déclenchement d'accord. Donc, soyez prudents là-dessus. Soyez éveillés. Ça va aller. Ok. On va prendre encore une autre phrase, histoire de nous entraîner suffisamment. On va traiter quelques questions du BPC 2008. Quelques questions du BPC 2008. Alors, vous me suivez? On nous dit, un jour, il découvrirait
leurs erreurs. On nous dit de toujours partir à point. La Fontaine dit quoi? Il faut toujours partir à point. Rien ne sert de courir. Pourquoi je dis ça? Parce que la conjugaison, c'est une question de conjugaison. La conjugaison, il faut la lire. Parce que depuis la rentrée, il fallait que vous la lisiez. Vous voyez? Pour ceux qui se sont suffisamment entraînés en conjugaison, j'espère que aujourd'hui ils vont s'en sortir mieux. Vous voyez? Mais ça pas encore trop tard pour ceux qui me suivent actuellement. Soyez seulement attentifs et ça va aller. D'accord? Ok. On dit un jour, ils découvraient leurs erreurs. On dit précise le mode et le temps du verbe de cette phrase. Précise le mode et le temps du verbe de cette phrase. Alors, si on nous dit de préciser le mode et le temps de cette phrase, du verbe de cette phrase, on nous demande indirectement de découvrir le verbe. Il faut connaître le mot qui est le verbe. Le verbe est le mot qui exprime l'action ou l'état d'un sujet. Ici, où est le sujet? Le sujet c'est ils. Ils se font quoi? Ils se font quoi? Ils se découvriraient. Alors, c'est le mot découvrirait qui dit ce que fait le sujet ils. Vous voyez? Donc, ils se découvriraient. Alors, nous avons découvert plutôt notre verbe. On nous dit, à quel mode et à quel temps du verbe est cette phrase? À quel mode et à quel temps? Nous avons combien de modes en français? Nous avons 6 modes. Traditionnellement, nous avons 6 modes. Vous les connaissez. Et on demande maintenant, et chaque mode a 7 ans. Chaque mode a 7 ans. Ok. Ici, nous avons quel mode? Nous avons quel mode? Nous avons le mode découvrirait. Avec découvrir là, c'est quel mode? C'est le mode conditionnel. Mode conditionnel. Alors, on dit quel mode? Je mets ma petite a, je mets mode conditionnel. Et nous avons temps présent. Très bien. Présent. Nous avons ici le conditionnel présent. Nous avons le conditionnel présent. Le mode, c'est le conditionnel et le temps, c'est le présent. Il y a certains documents qui précisent que le conditionnel a 3 temps. Certains documents disent 2 temps. Mais ce n'est pas l'objet de cette émission. Conditionnel présent, conditionnel passé. Certains livres disent conditionnel présent, conditionnel passé. Dans d'autres livres, on verra conditionnel présent, conditionnel passé, première forme, conditionnel passé, deuxième forme. Mais ne vous inquiétez pas. Ce qu'il y a ici, c'est le conditionnel présent. Si vous connaissez jusqu'aux 3 temps, alors c'est bon. Mais à la rigueur, il faut connaître au moins le conditionnel présent et le conditionnel passé. Si certains ont appris jusqu'au conditionnel passé deuxième forme, là, ça marche. Parce qu'il faut tout lire. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc il faut garantir, il faut s'assurer, il faut se sécuriser. Alors, ici, nous avons conditionnel présent. Le conditionnel présent. On est d'accord? Alors, pourquoi c'est le conditionnel présent? Si vous voyez un verbe dont l'infinitif est gardé, si vous voyez un verbe dont l'infinitif est gardé et auquel on a ajouté la terminaison de l'imparfait, alors c'est le conditionnel présent. L'infinitif du verbe est gardé, mais on a ajouté la terminaison de l'imparfait. C'est ça qui fait le conditionnel présent. On est d'accord? Exemple, si je dis taper. Conditionnel présent, il va dire je taperai. Ça, c'est une terminaison de l'imparfait. Tu taperais. Il taperait. Nous taperions.
Ainsi de suite. Ouais, nous taperions. Vous voyez, on a gardé l'infinitif du verbe taper et on a ajouté seulement la terminaison de l'imparfait. Par contre, quand il s'agit de l'imparfait, s'il y a confusion entre, les fois la confusion entre le conditionnel et l'imparfait. Au niveau de l'imparfait, qu'est-ce qui se passe? On enlève la terminaison du verbe avant d'ajouter cette terminaison de l'imparfait. Avant d'ajouter AIS, AIS, AIT, et AIONS, IEZ et AIENT. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Au niveau de il y a confusion entre l'imparfait et le conditionnel présent. La différence c'est quoi? Au niveau du conditionnel présent, on garde l'infinitif du verbe. On sent que dans le verbe, dans la forme du verbe, dans cette forme verbale, on a l'infinitif là-bas, plus la terminaison qu'on ajoute souvent à l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Conditionnel ça. Mais au niveau de l'imparfait, on enlève la terminaison du verbe de l'infinitif, du verbe à l'infinitif, c'est-à-dire taper, par exemple, taper. Si c'est à l'imparfait maintenant, on sait que c'est un verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont terminés par ER. Donc je vais sauter le ER avant d'ajouter les AIS. Tapait. Tu tapais. Il tapait. Donc je garde le radical du verbe auquel j'ajoute maintenant la terminaison AIS, AIS, AIT, ainsi de suite. Mais en conditionnel, qu'est-ce qui se passe? Je garde l'infinitif comme ça avant d'ajouter AIS. Je taperai. On est d'accord? C'est clair? On ne va pas perdre du temps là-dessus. Révisez, vous reprenez votre art de conjugaison et regardez, observez, vous allez vous en sortir mieux. Alors, on nous dit, ensuite, on dit réécrire là au plus que parfait et au passé simple de l'indicatif. Premièrement, on nous a dit de découvrir, de donner le temps et le mode. Nous avons donné le temps et le mode de cette phrase. Et on nous dit, avec cette même phrase, de faire quoi? De faire le plus que parfait. Nous allons faire le plus que parfait avec cette même phrase. Donc, plus que parfait. Plus que parfait. Le plus que parfait. Alors, on va dire quoi? Un jour. Vous savez que le plus que parfait, c'est un temps composé. Et un temps composé, à la traditionnelle, un temps composé, c'est un temps qui est formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. On est tous d'accord? Le plus que parfait. Comment conjuguer un verbe au plus que parfait? Ah, je vous écoute. Ah, je vois, vous connaissez. Alors, moi, je vais répéter ce que vous m'avez dit tout à l'heure. On conjugue un temps composé. Le plus que parfait commence, il se conjugue. Le plus que parfait se conjugue en faisant quoi? En mettant l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe à conjuguer, c'est-à-dire le verbe principal. Pour former le plus que parfait, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir à comment? À l'imparfait et on ajoute le participe passé du verbe en question, du verbe principal. Alors quand je dis on ajoute l'auxiliaire être ou avoir, tout dépend du verbe. Il y a certains verbes, les verbes transitifs et il y a les verbes intransitifs. Donc le choix des auxiliaires est à faire selon le sens du verbe. Il faut voir votre cours sur les sens des verbes. Sens transitif, sens intransitif, et ainsi de suite. D'accord? Alors ici, avec le découvrir là, on va utiliser quel auxiliaire pour former notre plus que parfait? On va utiliser l'auxiliaire avoir. Alors on y va. Un jour, on dira un jour, il, l'auxiliaire avoir à l'imparfait, l'auxiliaire avoir à l'imparfait, ils avaient, on n'oublie pas d'accorder ça avec le sujet, ils avaient découvert, on ne met pas S à découvert, c'est le participe passé du verbe principal. Le verbe principal c'est découvrir, à conjuguer au plus que parfait. Donc on a conjugué l'auxiliaire avoir
à l'imparfait et on a ajouté le passif passé. Ok. Mais on ne va pas mettre S parce que c'est un passif passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde pas avec le sujet. On est d'accord? Ok. Un jour, ils avaient découvert quoi? Leurs erreurs. Voilà. Maintenant, on nous dit de mettre cette phrase au passé simple. Cette même phrase au passé simple. Au passé simple. La même phrase au passé simple. On va dire quoi? Passé simple, c'est un temps composé ou c'est un temps simple? Le passé simple là, c'est un temps composé ou c'est un temps simple? C'est un temps simple. Un temps simple. Parce que les temps simples sont conjugués avec un seul mot dans la forme verbale. Un seul mot dans la forme verbale. C'est un seul mot qui constitue la forme verbale. Par contre, les temps composés, dans le temps composé, il y a 2 ou 3 mots dans la forme verbale. Disons 2 mots. Je sais pourquoi je dis 2 ou 3 mots. Ok. Disons plus de 1 mot dans la forme verbale. Ok. Donc ici, c'est un seul mot. Alors, c'est le verbe là qui va changer. C'est le verbe qui va changer. C'est surtout la terminaison. Alors, ce sera quoi? Ce sera un jour. Au passé simple, un jour. Un jour, comment? Ils se découvrirent leurs erreurs. C'est bon? Ils se découvrirent, regardez la terminaison, c'est le passé simple du verbe découvrir. Ils se découvrirent leurs erreurs. Et vous voyez, il n'y a pas un auxiliaire. Ça montre que c'est un temps simple. Regardez la forme verbale. Mais ici, vous voyez, un auxiliaire et un passif passé. Ici, on a seulement un seul mot. Vous avez vu la différence? Vous me suivez? Wow. Hi. Vous me suivez? Ok, on continue. On peut avancer? On y va. On dit, cette fois-ci, il faut relire votre conjugaison. Il faut relire la conjugaison. Il faut la relire. La conjugaison, elle vient toujours, presque toujours, à chaque examen. La conjugaison, on en a toujours. On en a toujours sur les épreuves. La plupart des épreuves, on en a. La conjugaison, elle est toujours existante. Donc, il faut s'entraîner suffisamment. C'est pas encore trop tard. Numéro 6, on dit 6. Crois-moi, Benfa. Crois-moi, Benfa. Crois-moi, Benfa. Crois-moi, Benfa. On nous dit, de quel type est cette phrase? De quel type est cette phrase? Vous connaissez les types de phrases, n'est-ce pas? Vous avez étudié les types de phrases avec l'enseignant à l'école. On est d'accord? On nous a parlé de quoi? Type déclaratif. On a parlé du type impératif. On a parlé du type exclamatif. Et on a parlé du type interrogatif. 4 types. Ok. Alors, les phrases du type impératif nous permettent de faire quoi? De donner des conseils, de faire des injonctions, ou bien de donner des ordres, ou bien de donner des interdictions. Vous voyez, c'est les phrases du type impératif, ça. Phrases du type déclaratif seulement nous permettent de faire une constatation ou de donner une information. On est d'accord? Les phrases du type exclamatif nous permettent d'exprimer des émotions, des sentiments. Et les phrases du type interrogatif nous permettent de poser des questions, de chercher des informations. Est-ce que vous me suivez? Ok. Alors ici, on dit crois-moi, Benfa. Crois-moi, Benfa. Alors, je dis crois-moi, Benfa. Si je dis crois-moi, Benfa, est-ce que la particularité des phrases du type impératif, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas de sujet. Il n'y a pas de sujet là-bas.
Le sujet est sous-entendu. Il n'y a pas de sujet. Regardez. Ici, Benfa là, on appelle ça une apostrophe. Une apostrophe, mais laissons ça. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de sujet au niveau des phrases du type impératif, comme je, tu, il, comme on a dans les autres temps. Vous voyez? Alors, ici, on dit quoi? De quel type est cette phrase? Cette phrase est de type impératif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sujet exprimé. Le sujet n'est pas exprimé. Et bien donc, la phrase est au type impératif. Ok. Question suivante. On dit reconstruire-la au type interrogatif au registre courant. Construire-la au type interrogatif au registre courant. Alors, quand on dit de mettre une phrase au type interrogatif au registre courant, construire une phrase au type interrogatif au registre courant, nous allons faire usage d'une expression. Et c'est laquelle? C'est est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Ah, d'accord? Quand vous avez une phrase, on vous dit de mettre la phrase là au type interrogatif au registre courant, on fait usage de l'expression est-ce que. Est-ce que. Alors, qui va essayer de me mettre cette phrase au type interrogatif au registre courant? Type interrogatif, registre courant. Registre courant. Oui, type interrogatif, registre courant. Mettez cette phrase au type interrogatif au registre courant. Ça va être quoi? Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois? Benfa. Est-ce que tu me crois? Benfa. Vous voyez? La particularité d'une phrase interrogative au registre courant, c'est que là-bas, on emploie est-ce que. Alors, on dit de mettre encore cette phrase au type interrogatif au registre soutenu. Type interrogatif soutenu, au registre soutenu. Type interrogatif au registre soutenu, ça va être quoi? Au registre soutenu, la particularité c'est quoi? Au registre soutenu, on pose des questions en faisant l'inversion du sujet. Retenez bien la différence. Au registre courant, pour faire une phrase interrogative au registre courant, on emploie l'expression est-ce que. Par contre, au niveau du registre soutenu, une phrase, on me donne une phrase, on me demande de la mettre à la forme ou bien au type interrogatif au registre soutenu, je n'emploie plus est-ce que, mais je fais simplement une inversion du sujet. Alors, dans ce cas précis, si j'applique ce que je viens de dire, je veux faire l'inversion du sujet, ça va me donner quoi? Ça va me donner me crois-tu? Me crois-tu, Benfa? Me crois-tu, Benfa? Vous voyez? Inversion du sujet. Pourquoi on emploie tu? Tu. Parce que c'est crois-moi. On s'adresse à la personne. Tu. Crois-moi. Tu. Toi. Crois-moi. Mais si on avait dit croyez-moi, alors on aurait pu dire, on aurait dit au registre courant, est-ce que vous me croyez? Ben va. Ou bien au niveau du registre soutenu, me croyez-vous? Ben va. Vous voyez? Donc, il faut veiller à toutes ces choses-là. Il faut réfléchir. On est d'accord? Ok. On a encore une autre phrase ici. On a une phrase, on dit nos enfants ne veulent plus nous suivre. Nos enfants ne veulent
plus nous suivre. Nos enfants ne veulent plus nous suivre. Et vous savez ce qu'on nous demande là? On dit, de quel style s'agit-il? De quel style s'agit-il? Alors, on répond comment? De quel style s'agit-il? On vous dit style. Alors quand on parle de style là, ça doit vous frapper à l'esprit. Hein? Quel est le chapitre qui est concerné ici? C'est le chapitre sur le discours rapporté. La phrase est à quel style? La phrase est au style comment? Direct. La phrase est au style direct. Pourquoi je dis qu'elle est au style direct? Parce qu'on a la présence des griffes. Je l'avais dit en temps lorsque j'ai fait le cours sur le discours rapporté ici. Le discours rapporté ou bien le discours direct se remarque par la présence des griffes et des guillemets. Et c'est un signe de ponctuation. Vous voyez? Alors, ici, nous avons des guillemets. Déjà, ça suffit pour qu'on conclue que c'est une phrase au style direct. Maintenant, on nous dit, la question c'est quoi? C'est de quel style s'agit-il? Nous venons de répondre à cette question. Il s'agit du style direct. Ça veut dire que le style direct, c'est le style qui permet de donner la phrase de l'interlocuteur, bien du locuteur, exactement comme il l'a prononcé, sans modification. Exactement comme c'est la personne qui prononçait au bon moment. Donc on a rapporté la phrase exacte, sans modification de temps, ni de pronom, ni de circonstanciel. Alors là, nous sommes au style direct, avec des griffes. Ok, on a cité la personne. Alors on dit, réécrit là en commençant par un vieux déclara que. Alors on va écrire cette même phrase en commençant par un vieux déclara que. Un vieux déclara que. Et alors, qu'est-ce que ça vous dit? On veut nous faire quoi? Le discours indirect. On veut nous faire le style indirect. Parce qu'on a commencé par une phrase qui finit par que. On nous dit de continuer avec un verbe introducteur qui est au passé simple. Et là, lorsqu'on a un verbe introducteur qui est au passé simple ou à l'imparfait, on opère les modifications, on opère le changement des temps verbaux. Les temps verbaux vont changer. Quand le verbe introducteur, le verbe qui vient avant que, ainsi de suite là, avant le que. Lorsque le verbe introducteur est au passé simple ou à l'imparfait, il y a changement des temps des verbes. Par contre, si le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y a pas changement des temps des verbes de la subordonnée, c'est-à-dire de la phrase qui va suivre. Il n'y a pas changement des temps des verbes. Donc retenez ça, c'est très important, très très important. Il y a le passé simple, alors je vais faire conséquemment mes changements de temps verbaux. Mais lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, on ne change pas les temps. Les temps restent gardés intacts. Les temps de la phrase qui va suivre ne vont pas changer. Mais les circonstanciels et les pronoms vont changer. Conséquemment. Ici, on a le verbe qui est au passé simple. On va aller. On a dit les pronoms. Ça, c'est un pronom comment? Possessif. No. No, pronom possessif. Ça va devenir quoi? Un vieux déclara que leurs enfants. Premier changement. Un pronom a changé. Vous voyez ça? Leurs enfants ne veulent. Ça, c'est quel temps? Veulent. C'est quel temps là-bas? C'est le présent. Le présent devient quoi? Au discours indirect, au style indirect, le présent devient quoi? Le présent devient l'imparfait. Alors, ce qui va donner, leurs enfants voulaient avec ENT. Les enfants, excusez-moi, il y a la négation dedans, donc la négation ne quitte pas, donc ça fait les enfants ne voulaient plus. Il y a encore un pronom. Cette fois-ci, c'est un pronom personnel complément. Un pronom personnel complément. Ne voulait plus
déclarent que leurs enfants ne voulaient plus les suivre. Point. Et là maintenant, lorsque nous avons mis la phrase au style direct, il n'y a plus de griffes. Il n'y a plus de griffes, puisque c'est le style indirect. Il n'y a plus de griffes. Les griffes disparaissent. Après avoir fait la modification des pronoms et des temps et des circonstanciels. Si ils y sont, alors les griffes disparaissent, puisque nous avons déjà mis la phrase au style indirect. Donc, on est d'accord. Merci. Alors, on dit, numéro 7. Donc, il faut faire attention. Je vais récapituler sur le discours. Lorsqu'on a une phrase au discours direct, c'est que la phrase est entre griffes. Et lorsqu'on demande de la mettre au discours indirect, il faut vérifier le temps du verbe introducteur. Le verbe introducteur, c'est le verbe qui se trouve en dehors de la phrase qui est entre griffes. Si c'est au passé simple ou à l'imparfait, si par exemple c'est ici, vous voyez ça, avant que là, ou bien si. Si c'est un verbe qui est à l'imparfait ou au passé simple, alors on change les temps, on change tout le temps. Mais si c'est au présent ou au futur, on ne change pas de temps. On ne change pas de temps verbaux. Mais à chaque fois qu'on doit quitter le discours direct pour le discours indirect, on change les pronoms et les circonstanciels. Ça, c'est d'emblée. Mais c'est au niveau des temps qu'il faut faire attention. Il faut vérifier d'abord le verbe introducteur. Merci. Alors, on va aborder aussi une autre question qui n'est pas du tout des moindres. Elle est très intéressante. On la classe au niveau de l'analyse logique. On dit, lorsqu'on a chaud, lorsqu'on a chaud dans sa case, virgule, on peut faire un trou au mur. On peut faire un trou au mur. On dit, donne la nature et la fonction des propositions contenues dans cette phrase. Je vais accélérer très vite. Il faut vite me suivre donc, parce que je vais clore l'émission tout à l'heure. Alors, regardez. Lorsqu'on a chaud dans sa case, on fait comment? Il faut ignorer la juxtaposition, puisqu'il y a déjà une conjonction ici. Alors, rapidement, on peut faire, analyse logique, c'est nature et fonction. On peut faire un trou au mur. Proposition principale qui n'a pas de fonction. Proposition principale, elle n'a jamais de... Une proposition principale n'a jamais de fonction. Et maintenant, la phrase qui est introduite par cette conjonction, elle est celle-ci. Lorsqu'on a chaud dans sa case. Proposition subordonnée, conjonctive. Maintenant, introduite par lorsque. Vous voyez? Maintenant, point virgule, on met dans la fonction. Fonction, c'est quoi? Lorsque ça introduit quoi? Une circonstancielle de temps. Ça fait complément. Excusez-moi d'abréger. Il ne faut jamais abréger à l'examen. Mais ne calculez pas le temps. Complément circonstanciel de temps. De comment? De peut faire. Il ne faut jamais faire ça à l'examen. CCT là, ne faites pas ça. Je vous ai donné bien la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que le temps, il est déjà l'heure. Donc ici, ça fait complément circonstanciel de temps de peut faire du verbe de la principale. La principale, c'est ça. Complément circonstanciel de temps du verbe de la principale.
Allez, merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, de m'avoir suivi. Chers candidats, je ne sais pas si je vais vous revoir ici sur ce plateau avant l'examen, mais si je ne vous revoyais pas, je vous souhaite bonne chance. Et tous les cours qui vont suivre, les conseils qui vous seront donnés au cours des émissions à venir avant l'examen, prenez le temps de les écouter et mettez en pratique tout ce qui y sera dit comme conseil. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye bye.